Chaque matin, à 8h30, le premier valet de chambre ouvre les rideaux du lit royal et déclame à son maître « Sire, voilà l'heure !» Cette phrase, dite à un monarque qui ne dort sans doute déjà plus, annonce le début officiel de la journée. La mécanique est lancée. La première personne à se présenter est une femme, la seule autorisée pour cette cérémonie. Il s'agit de la nourrice de Louis XIV qui, jusqu'à sa mort en 1688, vient l'embrasser. Le premier médecin et le premier chirurgien entrent ensuite pour contrôler la santé de leur auguste patient. Lorsqu'il se retire, le petit lever commence vraiment avec son défilé qui, tel un ballet obéissant à une hiérarchie précise, se déroule dans une succession de vagues déterminées par le rang de chacun. Aux grandes entrées arrivent les personnages les plus distingués. Ceux qui le sont par la naissance, fils, petit-fils de France et enfants naturels légitimés, ainsi que ceux qui exercent une charge auprès du souverain lors de son lever. Le premier valet de chambre, qui est déjà présent, le grand chambellan, le premier gentilhomme de la chambre, le grand maître de la garde-robe, le maître de la garde-robe et le premier valet de garde-robe. À ces personnes s'ajoutent tous ceux qui possèdent ou ont possédé les mêmes charges, à l'exception des premiers valets de garde-robe qui doivent encore patienter. Par faveur extrême, le roi peut ajouter des noms à la liste de ses familiers attendus aux grandes entrées. Au fur et à mesure des arrivées, la place vient à manquer car les nouvelles entrées ne chassent pas les premières. Lors de ce petit lever, le roi est toujours dans son lit et les domestiques s'affairent autour de lui. Il se lave les mains à l'esprit de vin, puis on lui tend de l'eau bénite et le roi, très chrétien, récite une première prière. Cette toilette sommaire ne doit pas donner l'idée d'un manque d'hygiène à la cour. Vous avez peut-être entendu dire que Louis XIV n'a pris qu'un seul bain dans sa vie. Eh bien, cette rumeur est fausse. Le souverain prenait parfois des bains de chambre, comme le fait ici cette dame de qualité. Mais il le faisait sous la surveillance des médecins. À cette époque, l'eau inquiétait les praticiens qui savaient qu'elle ne pouvait être totalement propre. On pensait, en outre, que l'eau s'infiltrait dans les organes pour les corrompre. L'immersion ne se pratiquait donc que dans un but médical, en traitement préventif. La plupart du temps, le roi se faisait frotter avec des linges humidifiés à l'esprit de vin, autrement dit de l'alcool ou à l'eau tiède. Sa brève toilette achevée, le roi quitte son lit, chausse ses mules et s'enveloppe dans sa robe de chambre. Le barbier présente plusieurs perruques pour que le souverain choisisse celle qu'il mettra dans la journée. En effet, depuis la fièvre typhoïde qu'il a contractée en 1658 dans la campagne des Flandres, le souverain a perdu les beaux et longs cheveux qu'il portait depuis sa jeunesse et que vous pouvez voir sur ce tableau où il figure à l'âge de 10 ans. La repousse ayant été assez approximative, le roi a préféré tout raser et commencer à porter des perruques. Celles-ci sont faites à partir de véritables cheveux, toujours de la même couleur, châtain. Et leur fabrication génère une importante filière artisanale dont le premier barbier et perruquier Jean Quentin a le complet monopole. On ôte ensuite au roi le bonnet de nuit pour le coiffer légèrement et le voilà fin prêt, assis dans son fauteuil, à côté de la cheminée, à accueillir les nouvelles entrées. Selon le vocabulaire alors en usage, Louis XIV demande les deuxièmes entrées. Ces deuxièmes entrées sont plus nombreuses. Se succèdent notamment les 4 secrétaires du cabinet, les 3 premiers valets de garde-robe, qui ne sont pas de service, les 2 lecteurs de la chambre, les 2 intendants et contrôleurs de l'argenterie. C'est également au cours des deuxièmes entrées que certains habitants sont autorisés de manière exceptionnelle à voir le roi. Pour cela, ils doivent se faire remettre un brevet d'affaires qui tire son nom de la chaise percée dite d'affaires, depuis laquelle Louis XIV est supposé les recevoir. En réalité, cette tradition n'est plus en vigueur à Versailles, où des lieux retirés ont été aménagés. S'il arrive à Louis XIV de donner audience sur une chaise percée comme celle plus tardive que vous voyez ici, ce n'est que de manière fictive
afin de perpétuer cette coutume monarchique symbolisant l'accessibilité du roi à ses sujets. En raison de cette tradition, mais aussi de l'exemple de certains courtisans peu soucieux de leur hygiène, Versailles a gardé l'image d'un palais envahi par la puanteur et les immondices. Peut-être est-ce l'image que vous vous en faites. Néanmoins, les lieux d'aisance existaient bel et bien. Chaque appartement disposait de sa propre chaise percée. Par ailleurs, des latrines publiques ont été mises en place dès le règne de Louis XIII et se sont multipliées sous celui de son fils. De même, un tout à l'égout a vu le jour avec 35 fosses d'aisance situées sous le château. Un système d'aqueduc souterrain permettait d'en évacuer les eaux usées vers des étangs qui y gagnèrent le qualificatif de puants. C'est après ces deuxièmes entrées que commence véritablement l'habillement du roi et qu'on le coiffe d'une perruque courte. Le monarque demande alors sa chambre, autrement dit, l'ensemble de ses proches domestiques. Si l'on accepte les membres de la famille royale et quelques privilégiés, il ne reste auprès du roi que les valets de chambre ordinaires, les porte-manteaux, le porte-arquebuse et autres huissiers du cabinet. Mais depuis plusieurs dizaines de minutes, le reste de la noblesse patiente dans les différentes antichambres dans l'attente du grand lever. Chacun espère avoir la chance de capter un regard de son soleil. L'un des huissiers donne au premier gentilhomme de la chambre les noms des différentes personnes de qualité qui attendent pour voir le roi. Celui-là annonce alors les cardinaux, archevêques, évêques, ambassadeurs, ducs et pairs, maréchaux de France ou encore les gouverneurs de province et le roi ordonne de les faire entrer. Enfin, tout le reste de la noblesse est invité à voir le roi s'habiller complètement. C'est le moment du phénomène que l'on nomme la presse. Une foule de plus d'une centaine de personnes se masse dans la chambre royale. Dans son célèbre remerciement au roi, Molière, tapissier, valet de chambre, donne avec beaucoup d'humour toutes les cartes pour prendre le lit royal, comparé à une véritable place forte et se faire ainsi remarquer par le souverain.